Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, alors bienvenue à ce webinaire qui va porter, comme vous avez pu le voir, sur l'étude des mouvements de marché avec l'analyse technique. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Burki qui va dans un petit moment se présenter. Mais avant ça, laissez-moi peut-être vous présenter la banque. Alors, merci à vous d'être si nombreux ce soir. C'est toujours un grand plaisir pour nous de présenter ces webinaires et c'est aussi un grand plaisir pour nous d'avoir autant de monde présent ce soir. Un grand merci à vous. Alors, rentrant dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la banque Swissquote, qui est Swissquote? Donc, Swissquote est une banque qui vous permet de traiter 3 millions de produits sur 60 bourses différentes. Notamment la Suisse, l'Europe, l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité de traiter sur des produits comme les ETF, les DOTS, les varons, les crypto-monnaies, bien sûr, les fonds, les obligations, les actions et d'autres thématiques de trading. Et je vois ici qu'il manque aussi les CFD. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire du trading sur CFD et sur le Forex, donc l'échange des monnaies. Allons un peu plus loin. Donc, pour nous contacter, très simple, on a notre siège social qui se trouve à Gland, mais nous avons aussi d'autres succursales, notamment à Zurich, à Dubaï, au Luxembourg maintenant, et bien sûr Londres. Donc, très rapidement pour me présenter, donc moi je suis Aristote Bouetouzei, je m'occupe de toute la partie clientèle privée et partenaire. J'ai juste une expérience de quelques années aujourd'hui chez Swissquote dans le domaine du trading, plus particulièrement dans les matières premières et tous les placements alternatifs. Donc, je vous laisse, pour ceux qui le souhaitent, prendre connaissance de mon adresse email et de mes contacts. Et je vais à présent laisser Jean-Pierre s'introduire. Alors, dans un petit moment, excusez-moi, donc très rapidement, Swissquote. Qu'est-ce qu'est Swissquote? C'est une banque qui existe depuis plus de 25 ans, avec des conditions bien sûr optimisées. L'idée est de toujours rechercher des marchés reconnus, de permettre à nos clients aujourd'hui de ne plus avoir d'intermédiaire de trading. C'est-à-dire que vous pouvez très simplement et très facilement vous placer dans le siège de trader et de faire du trading pour votre compte personnel. Donc, vous avez bien sûr un support multilingue. On a aujourd'hui la chance d'avoir la confiance de plus de 400 000 clients. Donc, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà clientes chez nous. Et bien sûr, en ouvrant un compte chez Swissquote, vous ouvrez bien sûr un compte ségrégué. C'est-à-dire que le compte, vous êtes détenteur du compte, le compte est en votre nom et vous appartient. Pourquoi traiter avec Swissquote? Bien sûr, il y a la partie éducation sur laquelle on met un accent. Donc, vous allez aujourd'hui participer à ce webinaire, mais sachez que vous avez la possibilité de visionner d'autres webinaires qui ont déjà été donnés par moi ou l'un de mes collègues, d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Et vous avez aussi la possibilité de participer à plusieurs events. Maintenant qu'il est possible de mettre en place des events, sachez que de manière courante, nous allons petit à petit de nouveau remettre des events en place où vous allez pouvoir rencontrer des collègues qui seront présents à ces différents events. Swissquote, c'est quoi encore? C'est une exécution avec précision, une exécution de précision, c'est-à-dire que nous tâchons et nous tentons au maximum d'avoir l'exécution la plus efficiente possible. Swissquote, c'est aussi une banque qui est sur le marché boursier de la SIX, donc il vous est possible de traiter sur les actions Swissquote. Alors, très rapidement, un petit disclaimer qui vous informe tout simplement du risque de traiter sur les objets comme les CFD et le Forex. Je laisse rapidement prendre connaissance. Sachez aussi que cette vidéo va être rediffusée sur notre chaîne YouTube. Donc, à tout moment, si vous le souhaitez, il vous est possible, si vous avez pris mes coordonnées, de me contacter et de demander, alors, que je vous renvoie soit la vidéo ou de demander le support, donc le PD, donc le document que vous avez sous les yeux, qui va vous permettre tout simplement de vous rafraîchir tout simplement les idées et de revisionner ce webinaire. Alors maintenant, Jean-Pierre, je te laisse peut-être t'introduire. Merci beaucoup, Aristote. Je me présente, Jean-Pierre Burki. Je suis analyste technique, fondateur de Ironman, ma société Ironman 1848. Je suis membre de
SAMT, qui est l'Association suisse des analystes techniques. J'ai 30 ans d'expérience de marché, de trading dans les marchés financiers, 5 ans chez Kleinwort Benson, 11 ans auprès de JP Morgan, 11 ans auprès de BBBSA et finalement 4 ans dans le business management chez Julius Baer. Je publie des analyses techniques sur TradingView où je suis un auteur reconnu. Et finalement, je suis formateur et coach en analyse technique. Alors, l'agenda de ce soir. Donc, nous allons dans un premier temps voir tout ce qui est définition de l'analyse technique. À la suite de quoi, nous allons passer sur l'analyse technique contre l'analyse fondamentale, que vous puissiez aussi comprendre. Donc, c'est des sujets qui sont très souvent abordés lorsqu'on parle d'analyse technique. On va essayer de vous guider et de vous permettre de comprendre la différence entre analyse technique et analyse fondamentale. Ensuite, on va, avec Jean-Pierre, passer aux différents de certains graphiques. Donc, on ne va pas tous les énumérer. On va vous donner les plus connus et les principaux. Et ensuite, essayer de développer sur ces graphiques des idées comme les tendances, les supports, résistances et canaux. Et bien sûr, quelque chose de très important, lorsque vous partez dans l'analyse technique, il faut toujours avoir en tête quel est votre horizon temps. Jean-Pierre va vous expliquer tout ça en détail dans quelques minutes et on finira sur les moyennes mobiles pour ensuite parler de certaines formations telles que le double top, le double bottom, le triangle et les biseaux. Donc, si vous ne connaissez pas ces termes, ne vous inquiétez pas, ils vont être expliqués durant le webinaire et c'est tout simplement des thèmes qui sont très utilisés dans l'analyse technique. Ensuite, on verra les indicateurs RSI, les retracements Fibonacci, le Ishimoku, la méthodologie d'Aeroman 8848, qui est mon ami Jean-Pierre. Ensuite, autour de ça, on fera une synthèse et ce que je vous propose, c'est qu'à ce moment-là, on prendra un peu de temps pour répondre à vos questions. Les règles d'ordre de l'analyse technique appliquées par mon ami Jean-Pierre. Et allons directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui est la définition de l'analyse technique? Alors, l'analyse technique, c'est en fait une méthode qui étudie l'historique des cours pour prédire leur évolution dans le futur. Elle s'applique à tous les types de marchés. Et comme l'a dit Aristote tout à l'heure, les horizons de temps sont primordiaux. Ça part du très court terme, qui sont les graphiques de 1 minute, au très long terme, mensuel, voire trimestriel. Je précise que l'analyse technique n'est pas infaillible. Et pour moi, et ça n'engage que moi, ce n'est pas une science exacte, c'est un art qui se développe avec les années d'expérience et d'expertise. Et finalement, je terminerai cette introduction par une petite citation qui est la suivante. En fait, personne ne peut prévoir le futur, mais on peut s'y préparer. Et c'est ce que je vais essayer de vous inculquer ce soir en 40 et quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'est l'analyse technique? C'est d'abord un graphique. Ensuite, on ajoute un ou plusieurs indicateurs techniques. J'ai volontairement mis le RSI, vu qu'on va en parler ce soir. Et on peut rajouter, par exemple, des moyennes mobiles de différentes durées. Dans le cas présent, la moyenne mobile des 200 jours, qui est la moyenne mobile la plus connue dans le marché, respectivement 100 jours, 50 et 20, 21 jours selon les envies de chacun. Différence entre analyse technique et analyse fondamentale? Alors en fait, l'analyse technique, c'est l'étude des effets globaux des nouvelles et des événements. C'est l'émission de prédiction et de projection de prix dans le futur qui sont basées sur l'évolution de l'activité constatée dans le passé. Au contraire, l'analyse fondamentale, c'est l'étude des chiffres d'une entreprise pour expliquer les mouvements de son cours et l'interrogation sur le prix de l'action d'une entreprise, ses perspectives et sa marge bénéficiaire. Donc, l'analyse fondamentale? C'est en fait, le focus est mis sur la macroéconomie, comme vous le savez, qui est l'étude globale de l'économie, la microéconomie, qui est le comportement des individus et des entreprises, la politique monétaire des banques centrales,
Et finalement, les événements géopolitiques, avec actuellement le conflit en Ukraine, et l'analyse des risques. Au contraire, l'analyse technique part du principe que les prix tiennent compte de tous les éléments. Les prix changent en fonction des tendances et l'histoire se répète dans le temps. Alors, les trois principaux types de graphiques, s'il te plaît. Alors, comme Harrison l'a dit tout à l'heure, il y a une multitude de graphiques. Ce soir, on va se concentrer sur trois graphiques principaux qui sont le graphique en ligne, le graphique en barre et le graphique en chandelier japonais. Alors, le graphique en ligne. En fait, un chart en ligne relie simplement différents points qui permettent de visualiser l'évolution d'une donnée ou d'un prix. Il est principalement utilisé pour analyser des données économiques, mais il n'est en tout cas d'aucune utilité pour analyser le price action. En fait, simplement du fait que nous n'avons pas assez de données, nous avons seulement un niveau et il est impossible d'effectuer une analyse avec une donnée aussi faible que ça. Alors, le graphique en barre nous donne un peu plus d'informations, même toutes les informations nécessaires, le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus bas et le prix le plus haut. Une barre haussière se construit de la manière suivante. Vous avez le cours d'ouverture, le cours de clôture, le prix le plus haut, le prix le plus bas et vous avez le bas. La barre baissière à l'inverse, la même construction, le cours d'ouverture, cours de clôture, le cours le plus haut, le cours le plus bas. Ce qui donne, graphiquement parlant, une image telle que celle-ci. Graphique en chandelier japonais. Alors là, nous avons exactement mis les mêmes informations avec la formation d'une bougie haussière, le même schéma, à la seule différence que vous remarquez que entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, vous avez ce qu'on appelle le corps de la bougie, qui est dans ce cas, selon les puristes, démontré de couleur blanche, et on ajoute les extrêmes, le cours le plus haut et le cours le plus bas, les mèches, en fait, le mouvement qui se passe respectivement du cours de clôture dans ce cas présent en haut et respectivement du cours d'ouverture au prix le plus bas s'appellent les mèches de la bougie. À l'inverse, même configuration, cours d'ouverture, cours de clôture, vous remarquez tout de suite que visuellement, vous avez la bougie haussière qui est de couleur blanche et la bougie baissière qui est de couleur noire. Et également les mêmes mèches qui relient le cours d'ouverture au prix le plus haut, respectivement le cours de clôture au cours de plus bas. Et visuellement, vous avez une autre image qui est beaucoup plus parlante. Alors, un comparatif visuel entre, le graphique de barre et le chandelier japonais. Donc, vous pouvez tout de suite constater que visuellement parlant, comme on dit, il n'y a pas photo. Les inconvénients du graphique en barre, c'est tout d'abord une confusion visuelle. Avec un œil averti, vous arriverez à voir que la seule différence que vous pouvez constater sur un graphique en barre, c'est le côté où est placé respectivement le cours d'ouverture et le cours de clôture. Mais vous en conviendrez que c'est exactement le même graphique et il est quand même plus parlé en chandelier japonais. Donc, ce qui veut dire un manque de clarté, ça nécessite une concentration supplémentaire inutile et finalement, on en reviendra, c'est une difficulté de compréhension du price action. Par contre, les avantages du chandelier japonais, c'est une dynamique visuelle, on a une meilleure précision dans le timing, la forme des bougies donne des informations complémentaires primordiales, et finalement, à l'inverse de graphique en bas, ça apporte une facilité de compréhension du price action. On va regarder rapidement quelques types de bougies japonaises. Il y en a énormément. On va commencer par le Joji, qui est une des figures les plus connues. Et en fait, les critères pour qu'une formation de Joji se réalise, c'est que le cours d'ouverture et le cours de clôture doivent être
pratiquement au même niveau ou très près de l'autre. Vous voyez, le premier doji, l'ouverture-clôture au même niveau, et les deux seconds, j'ai volontairement fait un doji ou un doji haussier et un doji baissier. Mais l'important, c'est vraiment que les deux éléments d'information, respectivement ouverture-clôture, soient aussi proches que possible l'un de l'autre. Nous avons également en dernier ce qu'on appelle un Gravestone Doji et un Dragonfly Doji. Dépendant du niveau de clôture, ça va impliquer différentes choses, dépendant si cette formation se trouve au début ou en fin de tendance. Et en fait, le signal, c'est en fait une indécision, une incertitude dans une tendance qui peut être haussière, baissière ou neutre. Et finalement, l'implication, c'est qu'en fait, les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre ont trouvé un prix d'équilibre. On va voir la bougie enveloppante dont le signal se déclenche dans une tendance haussière pour après déclencher un renversement de tendance. Et en fait, qu'est-ce qui va déclencher ce renversement de tendance? C'est que le corps de la seconde bougie, donc comme on l'a dit, le cours de la bougie entre le cours d'ouverture et de clôture, dans ce cas-là, seconde bougie noire, doit englober le cours de la bougie précédente. Et effectivement, un des critères principaux, c'est que la couleur des bougies doit être opposée. Dans le cas d'une bougie baissière, la seconde bougie doit être de couleur noire. Pour une bougie baissière, on aura l'inverse. Dans une tendance baissière, on aura un renversement de tendance qui sera déclenché par une bougie bullish, une bougie haussière, c'est-à-dire l'inverse de ce que nous avons mis précédemment. La bougie blanche englobe la bougie noire et ça indique un renversement de tendance. Et l'implication, en fait, ça indique simplement une transition de pouvoir entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, vous avez des exemples sur le Bitcoin. Vous avez d'abord les doji en orange, les bougies enveloppantes baissières qui sont très parlantes. Vous voyez que sur le Bitcoin, juste pour la parenthèse, à 65 000 la première fois, le monde entier parlait du Bitcoin à 100, 200, 500 000, 1 million. Et regardez ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord une première alerte, tout en haut, après les 65 000, 60 000. On en a eu une seconde où on est descendu et une troisième et on est descendu à 28 600. Juste pour vous dire ce que peut apporter l'analyse technique. À l'inverse, en bougie haussière, nous pouvons quand même déterminer que les bougies enveloppantes haussières, respectivement en bas, ont très bien fonctionné et ceci à 2 reprises. Et finalement, j'attire aussi votre attention, la dernière bougie baissière depuis le haut des 69 000, elle était claire et nette. Et là, on était on passait d'une tendance haussière depuis 28 600 à une tendance baissière. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il existe une multitude de configurations différentes et d'observations. Et l'observation se portera, bien sûr, en parlant des bougies japonaises, en commençant par une seule bougie. On a vu le doju, il y a le marubozu, qui est en fait une formation très puissante dans un sens ou dans un autre, et qui est représentée en fait par le cours d'ouverture et le cours de clôture sans aucun point extrême. Ce qui veut dire que le marché à la hausse a ouvert tout en bas et a fermé tout en haut sans extrême. Donc, il est monté en puissance de l'ouverture à la clôture, respectivement un marubozu noir et aura l'effet inverse. Le marteau, ben c'est un marteau, l'étoile filante, mais encore une fois, ce soir, nous abordons l'introduction à l'analyse technique
Et il y a beaucoup de formations que je vous invite à découvrir sur Internet, notamment sur un livre qui est la Bible des bougies japonaises, qui a été écrite par Steve Nissen en 1991. Et c'est là que j'ai été convaincu depuis plus de 30 ans de l'utilité des bougies japonaises. Je peux vous dire que c'est un outil puissant et qui amène beaucoup d'indications. Après avoir étudié une bougie, on va voir la formation de 2 bougies, dont nous en avons une, la bougie enveloppante, qui va vous donner un peu plus d'informations et un peu plus de conviction respectivement dans un pardon. La formation d'une bougie vous donnera en fait un signal de danger potentiel. 2 bougies, vous aurez déjà potentiellement une confirmation. Et si vous allez dans 3 bougies, vous aurez une confirmation beaucoup plus sérieuse du mouvement à venir. Et dans les 3 bougies, on a les plus connus qui sont, et c'est des qualificatifs magnifiques, c'est l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Génial. Donc, ensuite, abordons les tendances. Alors, la tendance haussière. Donc, dans la tendance haussière, en fait, qu'est-ce qui caractérise une tendance haussière? C'est qu'en fait, les points plus hauts sont plus hauts que les précédents. Et vous le voyez représenté sur les chiffres 2, 4 et 6. Donc, on est en tendance haussière. Au point 2, on atteint le premier pic. Le point 4 est plus haut que le point 2, respectivement le 6 plus haut que le 4 et le 8 plus haut que le 6. Et également, en support, nous avons le bas, le support de cette tendance qui est déterminé par le point 1, 3, 5 et 7. Attention, quand nous avons la cassure d'une tendance, ici, on vient brièvement au-dessus de on cassure de tendance, et c'est très important d'observer ce mouvement qu'on appelle plus communément pullback, et qui des fois peut prendre les investisseurs ou les traders à court terme, et ils partent en position short ou position vendeuse, et tout d'un coup ils courent après la tendance parce que c'était une fausse cassure. Donc après, une fois que si on reste en tendance et qu'on ne revient pas sur cette ligne de support de tendance haussière et qu'on a un premier point, on peut tirer une nouvelle ligne de résistance et une nouvelle tendance qui va se déclencher à la baisse. Et là, la même chose, à l'inverse de la tendance haussière, vous aurez des points hauts plus bas que les précédents et des points bas plus bas que les précédents. Et la même chose, donc dans la tendance baissière, tant que nous ne repassons pas au-dessus de cette ligne qui n'est plus un support en tendance baissière, mais une résistance, nous restons dans la tendance baissière. Finalement, on aura la tendance latérale, ou si vous voulez, latérale ou neutre, où le marché va évoluer latéralement avec des points bas qui sont des points de support et des points hauts qui deviennent des points de résistance. Et là, 2 cas de figure, soit on fait la cassure à la hausse. Alors là, très attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour au pullback va valider ou invalider une cassure. Il faut faire très attention, je précise, de ne pas se faire attraper par une fausse cassure, qu'on appelle en français un piège à la hausse ou un bull trap. Et voilà. Et donc, si l'ancienne zone de résistance du canal latéral tient le retour, généralement, après une cassure, on a toujours, je dirais, dans la majorité des cas, un retour qu'on appelle pullback. Et c'est sur ces niveaux qu'il faut initier des positions et on verra après comment le faire. Inversement, si la cassure sort de ce canal baissier à la baisse, et bien on se trouve dans la situation inverse
avec les mêmes implications. Il faut faire aussi attention d'un piège à la baisse, pas partir baissier et tout d'un coup se faire attraper parce que le marché rebondit et revient dans son canal initial, voire change complètement de tendance et vient casse ce canal pour aller dans une nouvelle tendance haussière. La nouvelle tendance haussière, juste aussi bien que pour la tendance baissière, en fait, dans ce cas-là, sera confirmée lorsque l'on cassera respectivement les deux lignes orange traitillées, donc celle du haut avec la flèche blanche et celle du bas avec la flèche blanche également. À ce moment-là, on aura une bonne confirmation du changement de tendance. Un support expliqué simplistement, je dirais, en fait un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. Et à l'inverse, une résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Un canal est en fait un outil d'analyse graphique qui délimite les mouvements du prix d'un actif financier entre sa ligne de tendance et une ligne parallèle à celle-ci qui peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, une tendance haussière, baissière ou latérale. Graphiquement et schématiquement désigné, ça vous donne ceci. Donc, on a un canal latéral, un canal haussier et un canal baissier. Comme vous l'a dit Aristote tout à l'heure, il est très important de définir l'horizon temps. D'une part, afin d'avoir des points communs avec vos interlocuteurs, et d'autre part, afin de comprendre ce que signifie réellement court, moyen et long terme. On a des usances pour l'expression des termes qui va de l'ultra court terme à l'ultra long terme. Ça se résume en fait en horizon temps de l'ultra court terme. Je parle de l'horizon temps en minutes et en ultra long terme en plusieurs années. Traduit graphiquement parlant, en ultra court terme, on aura des graphiques du tick by tick. Le tick by tick, ça veut dire c'est le prix imprimé à chaque nouveau prix, une minute, jusqu'à l'ultra long terme, qui sera des charts trimestriels. Nous pouvons, de cette première constatation, nous pouvons affirmer qu'il y a deux approches différentes. Tout d'abord, l'approche du trader court terme, qui dans sa vue aura de nouveau trois horizons qui sont court, moyen et long, et qui sera en fait dans l'usance délimitée par l'ultra court terme à la milieu du moyen terme, transcrit sur l'horizon temps des minutes jusqu'à peu près les milieux de semaine, et l'analyse graphique d'un trader court terme sera du tick by tick jusqu'au graphique journalier. À l'inverse, nous avons la vue de l'investisseur long terme qui rend de nouveau cette approche de court, moyen et long terme, mais cette fois-ci, pour un investisseur long terme, le court terme partira de l'horizon temps de semaines à plusieurs années, transcrit graphiquement parlant de charts journaliers à trimestriels. Les moyennes mobiles. Donc, nous allons voir la moyenne mobile tout à fait simple, qui est en fait un simple calcul des prix moyens sur une période de temps précise. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la plus connue et la plus populaire est la moyenne mobile des 200 jours. Et encore, vous pouvez rajouter bien sûr le nombre de moyennes mobiles que vous voulez sur les graphiques. Il y a l'usance qui veut que c'est ce nombre de jours. Il y a des traders, des investisseurs qui choisissent d'autres valeurs, notamment, on en parlera tout à l'heure, certains traders ou investisseurs aiment bien associer les nombres de Fibonacci sur leur moyenne mobile, mais ça devient plus après
des tests du backtesting pour voir la valeur ajoutée que ça peut amener si vous sortez des usages standards. Et toi, personnellement, Jean-Pierre, Alors, moi, personnellement, quel moyen mobile as-tu l'habitude d'utiliser? oui, alors personnellement, je vais regarder, disons, mais pas comme premier signal, bien sûr, la moyenne des 200 jours qui est la plus populaire, et aussi, je dirais, en signal complémentaire, le croisement des moyennes mobiles, ce qu'on appelle respectivement, quand il y a une croisure des mobiles, un croisement de moyennes mobiles à la hausse, nous avons ce qu'on appelle plus communément en anglais un golden cross, hein, c'est-à-dire que ça veut dire ce que ça veut dire, golden cross, et en fait, à l'inverse, nous avons des dead cross. C'est en fait quand la moyenne plus courte que l'autre croise respectivement à la hausse ou à la baisse. Personnellement, pour répondre plus précisément à ta question, Ariston, j'aime bien utiliser la moyenne mobile des 21 jours parce qu'en fait, elle coïncide avec un nombre Fibonacci que j'apprécie énormément et qui est un indicateur qu'on verra tout à l'heure. Vous verrez, il est puissant, il est indispensable à tout trader ou investisseur. Et finalement, la moyenne exponentielle, en fait, comme son nom l'indique, elle est basée sur les prix récents, donc elle donne davantage d'importance à l'actualité des prix et en fait, il y a une pondération qui est plus lourde sur les prix actuels que sur les prix présents. Ça veut dire concrètement que si vous regardez sur un chart très long terme, vraiment l'impact sera sur les derniers mouvements. Et vous pouvez imaginer que s'il y a beaucoup de volatilité, ça va influencer dramatiquement cette moyenne mobile, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Alors, les principales formations, explique-nous ça. Alors, on va parler du double bottom, de la tête ou épaule, ou plus communément expliqué head and shoulder, des triangles et des biseaux, ou en anglais aussi appelé plus communément les wedges. Tout d'abord, le double bottom. Le double bottom intervient dans une tendance baissière, donc le marché descend et atteint un premier bas. En fait, le bottom numéro 1, le petit rectangle vert, va être déterminé en fait une fois qu'on a vu un rebond et on va déterminer ce bottom 1. Ce rebond va jusqu'à un certain niveau. Le marché n'arrive pas à confirmer ce potentiel changement de tendance. Il fait un deuxième mouvement baissier qui va potentiellement déterminer un bottom numéro 2. Et idéalement, pour une confirmation de double bottom, le bottom numéro 2 devrait être plus bas que le premier. Ce n'est pas une règle, mais il doit en tout cas être au même niveau ou plus bas que le précédent. Le point d'activation de cette formation est en fait le point atteint du mouvement qui suit le rebond après avoir atteint le bottom 1. Et en fait, l'objectif et le mouvement escompté est simplement en fait la distance entre le niveau d'activation et le bottom 2 reporté à la hausse qui nous donne notre objectif. C'est purement simplement un report d'objectif. C'est l'analyse technique, c'est comme ça. Au contraire, le double top, on sera dans une tendance haussière qui va nous amener au premier top. Même cas de figure pour arriver au top numéro 2, le point d'activation à l'inverse. Et là également, l'objectif à l'inverse du double bottom, c'est la distance entre le creux des tops reporté à la baisse. Qui nous donne l'objectif suivant. La figure tête-épaule, c'est probablement, donc c'est d'abord une figure de renversement de tendance comme le double top et double bottom, et certainement la plus connue des traders en analyse technique.
Mais j'attire votre attention que quand vous commencez à analyser les charts graphiques, vous aurez tendance à avoir des têtes et épaules n'importe où. Il y a quand même des règles pour que ces têtes et épaules soient validées. Donc, dans la même configuration pour une tête et épaule normale, nous évoluons dans une tendance haussière. Nous, en fait, tant que nous n'atteignons pas le mouvement de la tête, et en fait même, je dirais que nous nous retournons pour potentiellement avoir cette formation de tête qui a déterminé un premier top. Après, on peut revenir en arrière, déterminer potentiellement une épaule gauche, mais ça, c'est simplement, encore une fois, c'est une estimation. Nous pouvons aussi potentiellement dessiner l'épaule droite, mais en fait, l'activation de cette formation va intervenir par la cassure de la ligne de cou qui, dans le même cas de figure que le double tome, en fait, l'activation sera faite de la distance entre la ligne de cou et la tête reportée à la baisse qui nous donnera l'objectif. Et là aussi, en fait, comme pour tous les changements de tendance, en fait, toutes les activations de figure, il faut faire vraiment très attention à la fausse cassure. On pourrait très bien imaginer qu'on a une parfaite tête et épaule, mais qu'en fait, elle est invalidée parce que l'actif ne confirme pas la tendance. En fait, si vous voulez, elle fait un pullback contre la ligne de cou, elle continue en tendance. Donc, en tout cas, elle invalide momentanément cette formation. Et comme j'ai dit, donc la validation est vraiment par une cassure confirmée, après idéalement un pullback retenu et rejeté par la ligne de cou qui confirme potentiellement cet objectif. On a également la tête épaule inversée. Je n'ai pas fait le même schéma, mais c'est exactement la même formation. Simplement, vous tournez le chart à l'envers. Et en fait, l'objectif, on part dans une tendance baissière. Et les implications sont les mêmes, mais dans l'autre sens, à la hausse. Le triangle. Alors, la formation de cette figure, un triangle, c'est pas sorcier, hein, ça commence par une zone assez large pour aller vers une zone de plus en plus étroite et serrée. Nous avons le triangle ascendant, le triangle descendant et le triangle symétrique. Tout d'abord, le triangle ascendant. Le triangle ascendant est généralement une figure de continuation de tendance. Il se compose d'une résistance horizontale et d'un support inférieur incliné dans la tendance. Donc là, on est en tendance haussière et nous voyons les différentes étapes de cette formation avec en résistance en point 1 confirmé, on a une première indication d'une résistance potentielle. En fait, quand le marché a d'une part monté, fait un nouveau haut point en point 1, il est redescendu en point 2, il fait un nouveau point en point 3, il va en point 4. Donc, en fait, la ligne du triangle va se déterminer en fonction de l'évolution du prix, ce que j'appelle le price action. La validation de cette figure, le cours doit toucher au moins 2 fois chacune la ligne supérieure de résistance, qui est dans ce cas-là horizontale, c'est important de le noter, et la ligne inférieure du support, en tout cas au point 2 et 4. L'objectif d'un triangle ascendant, c'est en fait le report de la distance constatée par les flèches bleues, du point 1 à la verticale jusque sur le support du triangle, au début de la formation du triangle, reporté depuis la zone de cassure, dans ce cas-là à la hausse. Et là, de nouveau, je le précise, faites toujours attention d'avoir une confirmation. Il y a souvent des fausses confirmations et les gens se font attraper et on retourne dans la tendance ou on part même de l'autre côté.
Contrairement au triangle descendant, également, le triangle descendant à l'inverse du triangle ascendant est aussi une confirmation, une figure de continuation de tendance. Dans le cas d'un triangle descendant, on est en tendance baissière. Et là, nous avons le même cas de figure, mais remarquez juste la différence que dans le cas d'un triangle ascendant, nous avons la ligne de résistance, enfin, nous avons les mêmes lignes de résistance, si vous voulez. On a une ligne de résistance qui est horizontale pour un triangle ascendant, et à l'inverse, sur le triangle descendant, on a aussi une ligne de horizontale, mais qui cette fois-ci est une ligne de support. C'est juste deux différences très très importantes. Et là, également, même cas de figure, la validation. Donc, on doit toucher au moins 2 points, très, très importants. Et l'objectif elle-même, cette fois-ci, reporter de là hausse du point jusqu'à la base du triangle et cette distance reportée à la même. Les triangles symétriques, donc les triangles symétriques, par leur forme, en fait, représentent des zones d'indécision dans laquelle, en fait, l'offre, les forces de l'offre et de la demande sont presque égales. Donc, dans ce cas-là, nous nous trouvons dans une tendance haussière, mais on pourrait très bien se trouver dans l'inverse. On a une ligne de résistance oblique et une ligne de support oblique. On retrouve ces points, d'une part, de résistance, on les points 1 et 3, et la ligne de support de points obliques. Même mesure d'objectif, donc on reporte la distance entre le point 1 et la ligne de support oblique et on la rapporte à la hausse à la sortie du triangle. Statistiquement parlant, cela démontre en fait que les breakouts des triangles symétriques sont le plus souvent dans le sens de la tendance, mais ce n'est pas une règle infaillible. Il se peut aussi que vous soyez en tendance haussière et qu'au lieu qu'après le point 4, on fasse la cassure à la hausse, on revienne sur la ligne de support et on casse à la baisse. Faire très attention aussi dans les triangles, que le triangle, plus il devient étroit, moins il a de valeur. Il faudrait idéalement que la sortie du triangle, que ce soit bien ou baisse, se passe à peu près au, je dirais, 2/3, maximum 3/4 de la distance du triangle vers l'apex. Le biseau ascendant, donc en fait, un biseau ascendant, contrairement à ce que ça veut dire, c'est pas parce qu'un biseau est ascendant qu'il va continuer la tendance. Non, bien au contraire, un biseau ascendant, ou en anglais riding wedge, est une figure qui annonce une prochaine baisse des cours. Effectivement, généralement, le biseau ascendant se dessine à la suite d'une hausse des cours. Donc, nous trouvons dans une tendance haussière, nous avons cette formation qui s'amenuise et nous avons potentiellement une cassure de cette tendance. Même cas de figure pour la projection et l'activation de ces objectifs. Donc là, nous reportons la distance du bas du biseau jusqu'au haut du biseau et reporté à la baisse. Je nous donne l'objectif. Pour le biseau descendant, la même chose, et comme son nom l'indique, le biseau descendant ou falling wedge n'annonce pas une baisse de cours, mais contrairement une hausse des cours. Donc nous nous trouvons cette fois-ci dans une tendance baissière. Comme son nom l'indique, le biseau devient de plus en plus étroit et en fait, au bas de la tendance baissière, on a une cassure de la résistance du biseau qui cette fois, dans le même cas de figure que le biseau ascendant, nous donne l'objectif de report de la distance du haut du biseau reporté à la hausse. Et là également, je le précise, je ne le répéterai jamais assez, il faut toujours faire attention d'attendre une confirmation de tendance pour ne pas se brûler les doigts. Alors, l'indicateur RSI,
Alors, en fait, cet indicateur a été proposé par M. Wilder en 1978 et c'est un indicateur avancé d'analyse technique. Il a effectivement une certaine vocation. C'est d'abord, de repérer la puissance d'un mouvement et concrètement indiquer si la puissance est souple. 2, indiquer si l'on est dans une situation de surachat au-dessus de 70 et sûrement au-dessus de 30. Je précise, attention, ce n'est pas, et je le répéterai jamais assez, ce n'est pas parce qu'un RSI se trouve respectivement au-dessus de 70 ou respectivement en dessous de 30 que la tendance va changer. Par contre, le RSI va vous donner des signaux très très importants, d'une part de convergence, c'est-à-dire que si le RSI converge dans la direction de la tendance, ça vous donner une valeur ajoutée supplémentaire de confirmation de tendance. Par contre, si le RSI se trouve en divergence, ça vous donne une indication d'un renversement de tendance. Comment détecter une divergence? Nous nous trouvons dans une tendance baissière. Le RSI, vous voyez qu'on fait un point le plus bas sur l'actif que vous analysez. Le RSI est tout en bas. Le marché remonte. Il oscille latéralement. Et en fait, il fait un nouveau plus bas. C'est-à-dire plus bas que le premier point où j'ai dessiné la première flèche bleue. Et après avoir fait ce plus bas, le marché retourne. Et qu'est-ce qui se passe sur les RSI? Vous constatez que le RSI, le niveau du RSI est plus haut cette fois que le précédent RSI. Et le niveau du cours, comme j'ai dit tout à l'heure, est plus haut. Et on se trouve dans le cas d'une divergence haussière. Et c'est très puissant. Vous verrez dans le cas pratique, c'est un indicateur qui fonctionne très bien si on l'utilise correctement. Cas inverse, vous voyez qu'ici, on fait un pic, le RSI aussi, donc on a continuellement monté, le marché a confirmé une convergence et tout d'un coup, on arrive là-haut, on fait un haut sur le RSI, le marché continue, on fait un haut plus haut que le précédent, mais un bas plus haut que le précédent RSI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a fait un new high, un nouveau point plus haut, mais le RSI n'a pas confirmé cette tendance. Ça veut dire qu'on est dans ce cas-là, dans le cas d'une divergence baissière. Et là, j'ai pris un cas pratique sur le Bitcoin, c'était samedi dernier, et vous allez voir tout de suite ce qui s'est passé. C'est un graphique d'une heure. Vous voyez le RSI, vous voyez ici le premier point qui a été déterminé, le RSI, on est légèrement au-dessus de 70. Par la même occasion, je vous fais remarquer que le haut, ce point d'une heure, vous avez un magnifique doji. Magnifique doji. Ouverture, clôture au même niveau. Ça, c'est très important. Et vous allez chercher le point d'après, le point le plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous faites un point plus haut sur le prix, en l'occurrence du Bitcoin, mais sur le RSI, vous avez un point le plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché ne confirme pas. Donc là, vous êtes en position d'une divergence baissière qui est également confirmée par un doji magnifique. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, et c'est pas récent, c'était samedi dernier, hein, ouais, il y a quelques jours. Donc en fait, c'est très très important et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'horizon temps, de regarder tous les graphiques dépendant de quel horizon temps vous voulez opérer. Donc effectivement, synthèse de tout ça, un niveau plus haut dans le niveau du prix, un niveau plus bas dans les RSI, nous nous trouvons en divergence baissière. Les retracements Fibonacci? En fait,
le retracement Fibonacci, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil très puissant et ça devrait être ça devrait faire partie de la boîte à outils de toute analyse technique. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses, donc je respecte tout à fait les gens qui ne l'utilisent pas, mais c'est tellement, ça amène tellement de valeur ajoutée qu'il serait, à mon avis, complètement stupide de ne pas l'utiliser. Et en fait, les retracements Fibonacci permettent de déterminer les niveaux de résistance et de support potentiels des prix d'un actif. En fait, l'idée, c'est que le prix retracera une partie prédictive d'un mouvement original après lequel il continuera à se déplacer dans la direction originale. Les zones de retracement les plus communes sont 38,2, 50% et 61,8%. On peut aussi étendre ces retracements respectivement à 23,6 et 78,6. En fait, les trois niveaux importants sont des niveaux où la majorité des analystes du marché se concentrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ils agissent dans le marché comme un tournant potentiel. Je reprends cette fois le Bitcoin en base hebdomadaire et vous verrez que c'est très intéressant. Pour le répètement de ce que nous avons vu, et notamment des canaux, en fait, le Bitcoin sur une base hebdomadaire se trouve dans un canal latéral très large, vous me direz, hein, parce qu'en fait, il relie simplement, on a deux points, donc les points les plus hauts, respectivement presque 65 000 et 69 000, et les points les plus bas, 28 600 et 32 950. Mais là n'est pas la question. Je vais vous démontrer que les retracements Fibonacci amènent une valeur ajoutée considérable. Donc on parle juste le dernier mouvement qu'on a fait, le rebond du dernier mouvement, et on verra dans le passé ce qui s'est passé. Donc en fait, nous avons le niveau de 0%, donc du plus bas que nous avons atteint au début de l'année, à 32 950, excusez-moi, plutôt le niveau de 69 000, respectivement la descente du mouvement de 69 000 à 32 950, et nous allons tracer les retracements. Et nous constatons que le 38,2 Fibonacci retracement est à 46 721. Le marché était un petit peu plus haut, il faut avoir une tolérance. Le 50% est à 50 975 et le 61,8 à 55 228. Qu'est-ce que ça vous indique? C'est qu'en fait, ici, on a de nouveau un doji. Et le doji, il est intervenu où? Pile, quasiment sur le 38,2 retracement en clôture hebdomadaire. Donc, ce genre d'information doit vous donner une information capitale sur le potentiel changement de tendance. Donc, on continue. Comme je disais tout à l'heure, les retracements Fibonacci sont très puissants et très utiles et ils marquent souvent des renversements de tendance avec une précision troublante. On a également ici, vous voyez que la première fois qu'on est on est descendu de 65 000 à 28 600. Nous avons retracé, magnifique retracement, jusqu'à 51 030. Et qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Le 61,8. Après avoir brièvement cassé le 61,8%, je profite de l'occasion pour faire une petite révision des bougies japonaises que nous avons mis tout à l'heure. Nous avons un magnifique bearish engulfing, hein, que j'avais déjà highlighté tout à l'heure, sur le 60. Finalement, le dernier mouvement que nous avons eu dernièrement, on a fait le retracement donc de 32 950 à 48 000. Comme un peu, vous allez me dire, mais c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est vraiment puissant. Le 61,8 retracement est à 38 834. On est descendu dans les bas de 38 000 et on a rebondi. Et vous verrez dans le cas pratique, on va voir ça schématiquement. Pourquoi le Bitcoin est monté de 38 000 à 40 000 et pourquoi on est de nouveau maintenant à 38 600. Donc il y a une volatilité qui peut être maîtrisée et contrôlée par une analyse technique
discipliné et bien appliqué. Et puis, Alors, je vais te laisser introduire Ishimoku, Kinko, Yo d'un seul coup d'œil. Ah, vas-y. alors en fait, voilà. Donc là, j'ai pris pour changer un petit peu l'Ethereum. Par la même occasion, c'est toujours bien d'aligner la vision pratique à la vision théorique que nous avons vue tout à l'heure. Et maintenant, vous allez dire, c'est bizarre. Regardez au deuxième top. Donc, on a un magnifique double top qui est en progrès, hein, c'est clair. On a le plus haut fait en avril-mai 2021. Après, on est redescendu, on fait un deuxième double top. Et vous voyez la figure du double top en base hebdomadaire. De nouveau, magnifique doji. Ouverture, clôture au même niveau. Donc, attention. Warning, incertitude. La bougie de la semaine d'après, bougie noire. Les bougies d'après, on essaye de monter, mais en fait, on clôture juste la première bougie, mais c'est un doji, incertitude. La bougie d'après, on essaye encore une fois, et en fait, on entre dans une tension, dans une tendance baissière. Il y a eu brièvement une tentative dans la semaine de casser, mais en basse clôture, on est dans une tendance baissière. Regardez la clôture des bougies. Chaque semaine, la clôture est plus basse que la précédente. Donc, on peut dire, depuis l'Ethereum, depuis les 4000 à la louche, comme ça, même un petit peu plus haut, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, en fait, pour revenir sur Ishimoku, ça se compose de 5 lignes. Tout d'abord, on a la zone du nuage qui est comprise entre le Kumo 1 et le Kumo 2, respectivement la ligne haute des nuages, la ligne basse des nuages, la Tengen-san, qui est la ligne de conversion, la Kijun-sen, qui est la ligne de base, et finalement la Shikosen, qui est la ligne retardée. On peut considérer que les nuages agissent, mais encore une fois, Ishimoku, il faut le voir, et encore une fois, ce n'est pas les propos de ce soir. Vous n'allez pas venir des experts Ishimoku en un coup de cuillère à peau. C'est quelque chose qui s'étudie, ça prend du temps, et ça fait l'objet d'une formation spécifique. Mais j'essaie de vous donner la valeur que peut amener Ishimoku, même sans connaître tous les faits et aboutissants de cette analyse, vraiment qui en complément des chandeliers japonais est extraordinaire. Et en fait, à l'inverse, les nuages agissent comme support quand le prix pénètre les nuages depuis dessus. Et on voit comment les nuages, alors, on voit que l'Ethereum, quasiment depuis zéro, il est toujours resté sur les nuages. Donc, en analysant simplement, basiquement, sans aucune connaissance, vous pouvez aller les yeux fermés. Attendons-nous en tendance stratégique, je précise. Ça veut dire que dans une tendance stratégique, vous avez des tendances, des contre-tendances qu'on appelle tendances tactiques, et quand même qui ne sont pas négligeables. Parce que si vous voyez la première tendance, alors vous êtes toujours au-dessus des nuages, mais l'Ethereum a passé quand même de 4500 en gros à 1800. Par la même occasion, on a presque en fait un triple bottom en bas là. Voilà. Mais pour vous dire que en fait, j'en viens au support des nuages. Voyez-vous comment l'Ethereum, quand on est redescendu donc du niveau plus haut jusqu'au niveau de nouveau de 2000 et quelques, 2100, 2200, voyez comme le nuage a bien fonctionné comme zone de support. Et regardez ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines. On a cassé le nuage à la hausse, on était muté contre la Kijun-sen, qui, je le rappelle, est la ligne de base. On a déjà eu un essai au mois de février où on avait cassé cette Kijun-sen. Nous sommes remontés en résistance contre cette Kijun et derrière, on était testé le bas des nuages. Là, on a le même cas de figure. Et voyez-vous ce qui s'est passé après la ligne de résistance du Kijun. On a un magnifique bearish engulfing. Et là, on est au milieu du nuage. Donc, on peut dire que sur globalement, sur l'Ethereum en tendance hebdomadaire, nous évoluons naturellement. Difficile de dire si on va monter ou on va descendre.
Donc, en fait, schématiquement, au-dessus des nuages, nous sommes dans une tendance haussière, dans les nuages, en tendance neutre, où nous sommes maintenant, et au-dessus des nuages, nous sommes dans une tendance baissière. Alors, mon analyse technique, et ça n'engage que moi, mon processus est le suivant. Tout d'abord, je vais aligner du long terme au court terme, du graphique mensuel, voire trimestriel, jusqu'au graphique journalier et intraday ou intrajour. Et dans l'autre sens, du court terme au long terme, respectivement du graphique intrajour, journalier, jusqu'au graphique mensuel, trimestriel. Je vais d'abord voir l'horizontal, le court terme, le court moyen et long terme. Après les tendances, haussières, baissières ou latérales. Ça va m'amener à mettre en superposition Ishimoku, la force des nuages, que j'utilise comme un baromètre, comme je l'ai dit, haussier au-dessus des nuages, baissier en dessous, neutre dans les nuages. Et finalement, les chandeliers japonais pour leur dynamique visuelle et la facilité d'interprétation. Après, ça va m'amener à analyser l'action du prix. Comment? Pourquoi? Et là, je reviens sur ce que je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse des chandeliers. Une bougie, deux bougies, trois bougies. Et après, on regarde les formations qu'on a vu tout à l'heure, triangle, double top, bottom, etc. Il y en a beaucoup. Et finalement, les indicateurs. Et les indicateurs sont laissés au libre choix de chacun. Personnellement, j'essaie de limiter au maximum le nombre d'indicateurs parce que c'est très simple. Si vous utilisez 2, 3, 4, 5 indicateurs, si vous attendez que tous les indicateurs confirment ce que vous attendez qu'ils vous confirment, le train va passer et vous aurez arrêté le mouvement. Donc, il faut choisir un indicateur avec lequel vous êtes confortable, en lequel vous avez confiance et vous concentrer sur l'essentiel. Alors, moi, ce que je te propose, Jean-Pierre, étant donné qu'on a abordé un peu ta méthodologie, on va peut-être répondre à quelques questions. Oui. Alors, on va peut-être commencer par, est-ce que le chandelier japonais présente un inconvénient? Non, pas du tout, bien au contraire, pour moi, et je pense que la majorité des analystes techniques le confirmeront, le chandelier japonais est tellement puissant que pour moi, il n'a aucun inconvénient, il a que des avantages. Comment dessine-t-on le support, la résistance et sur quelle durée? Est-ce que tu peux Alors, regarder brièvement? effectivement, un support, effectivement, va pouvoir être déterminé par un minimum de points de retour. En fait, ça dépend dans quelle tendance nous sommes, mais l'essentiel, c'est que vous ayez au minimum 2 points que vous pouvez relier entre eux. Le support peut être horizontal, il peut être oblique, il peut être dans tous les sens, mais il faut que vous ayez au minimum 2 points de contact. Plus le nombre de points de contact est grand, plus l'importance respectivement des supports et résistance sera bien entendu important. Je précise que certains analystes dessinent ou tracent les lignes de support sur les bases clôture, c'est-à-dire dans le cas de bougies japonaises, ils vont prendre le plus bas d'une bougie noire et relier les plus bas des bougies noires et respectivement le plus haut des bougies blanches. Personnellement, je trace les lignes sur les mèches, c'est-à-dire sur les mouvements, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le Bitcoin, on a un parfait canal légèrement haussier. Alors, peut-être remontrer le livre que tu proposes? Alors, Tu en t'as fait, déjà remontré le livre? oui, alors, je répète, la Bible, et vous trouvez sur Internet, c'est donc, il est écrit, à mon avis, qu'en anglais. Il y a également, bon, il y a peut-être bien sûr des auteurs en français, mais je dirais que ce livre, écrit par Steve Nissen, est la Bible des bougies japonaises. Et en fait, Steve Nissen est le premier non-japonais qui a transformé tous les ouvrages écrits bien auparavant, parce que les bougies japonaises sont connues depuis des siècles.
était utilisé au début par les traders en riz japonais. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller personnellement au Japon dans fin des années 80. Et j'ai eu la chance d'être à côté des traders de chez Nomura, où à l'époque, ils dessinaient encore les graphiques, c'est-à-dire les bougies japonaises, à la main. Et ça m'avait frappé parce qu'effectivement, quand vous faites quelque chose, vous écrivez un texte, vous dessinez, vous voyez vraiment l'application que vous avez, et ça m'est toujours resté dans la tête de dire, mais c'est vrai, ils étaient loin d'être stupides. Et maintenant, bien sûr, la technologie a remplacé, ça évite bien du temps, mais d'un autre côté, quand vous décidez chaque jour votre bougie, respectivement chaque semaine, vous vous imprégnez du mouvement, vous imprégnez du price action qui s'est déroulé dans la période que vous analysez. Et ça reste gravé dans votre esprit. Ça reste gravé dans votre esprit. Quand vous voyez quelque chose qui est fait par la machine, vous allez perdre cette valeur. Génial. Ensuite, quel laps de temps tu conseillerais pour Fibonacci? Alors, de nouveau, en fait, les retracements Fibonacci peuvent se faire si vous êtes un trader sur le court terme. Vous pouvez faire un retracement Fibonacci sur n'importe quel mouvement. C'est clair que si vous êtes un investisseur, parlons de traders et d'investisseurs, l'horizon temps va être différent. Mais dès le moment que vous liez un point le plus haut, dans la journée, vous pouvez tracer un retracement Fibonacci sur des actifs très volatils comme les crypto-monnaies. Vous pouvez même tracer un retracement Fibonacci sur 5 minutes quand il y a un mouvement qui se fait. Donc, il n'y a pas une règle pour utiliser Fibonacci. D'accord. Alors, je pense qu'on avance et on reprendra les questions par la suite. Alors, effectivement, on va maintenant passer à la synthèse sur le Bitcoin. oui, volontiers. Voilà. Voilà. Je te laisse la main. Ouais. Alors, on va juste se mettre ici. Alors, mets-toi à l'aise. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le Bitcoin, actuellement, en fait, on est dans un canal, dans un large canal. On va le faire en live. Donc, en fait, un large canal que je vous avais montré tout à l'heure, que nous pouvons dessiner comme ça. Voilà. En fait, en gros, la tendance hebdomadaire nous montre que nous sommes dans un canal latéral, mais très, très légèrement haussier. Voilà. Vous voyez qu'on a essayé de casser le deuxième point plus haut, mais en clôture, on a fini au-dessous. Donc ça, c'est la première constatation. Donc en fait, on a une zone de résistance dans les 68 000 quelques et une zone de support actuellement autour de 36 000. Donc, globalement parlant, tant que nous nous trouvons dans cette tendance, on est en tendance légèrement haussière. Par contre, nous avons une tendance vraiment secondaire, une tendance baissière secondaire qui part du nouveau que nous avons fait ici, qui a été concrétisé par une formation de doji. Donc, on peut déterminer qu'en base hebdomadaire encore, tant que nous ne repassons pas au-dessus de cette tendance ici, nous sommes en tendance baissière. Confirmé par clôture ici, clôture plus bas que la précédente, clôture plus bas que la précédente, tentative, mais invalidée par une clôture plus bas, et la bougie en cours où nous sommes plus bas. Donc, hebdomadairement parlons, tant que nous ne clôturons pas en dessus du point de clôture précédent, on reste en tendance baissière.
on a essayé aujourd'hui, hier, aujourd'hui, de monter. La semaine n'est pas finie. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les charts de toutes les durées. Là, j'ai pris l'hebdomadaire pour vous donner une idée de fond. Mais en fait, ce qui est très très important, on est sous l'influence d'un double top. C'est-à-dire, on a un premier top à 65 000, qui a été fait en avril 2021, et on a un deuxième top en novembre 2021. Et là, si vous mettez le RSI, vous allez voir tout de suite la valeur qui amène le RSI. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà, en fait, des divergences qui se profilent depuis ici. Hein. Vous voyez, on est plus bas. Et en fait, on a une première divergence qui est confirmée ici, avec un premier pic. Mais surtout, le plus important, c'est en fait la divergence qu'on a entre les deux potentiels double top. C'est-à-dire que le premier, il était là, même ici. Donc, on était au RSI en dessous de 70. Et le deuxième top, on est aussi en dessous de 70. Donc, on ne confirme pas la hausse. Donc, et c'est confirmé par l'évolution des prix que nous avons par une bougie enveloppante baissière, confirmation de tendance jusqu'à ce retournement de tendance qui est venu là pour partir en fait dans une tendance légèrement ascendante où nous avons maintenant une seconde tendance qu'on pourrait voir ici dessinée comme ceci en fait. Et là, vous voyez qu'on est mis très très près, on est très près d'une zone très importante de tendance. Après, on a, ce qui est très important, c'est le point d'activation de ce potentiel double top. Donc, ce double top n'existe pas. Donc, le point le plus bas ici, qui est en l'occurrence à 28 600, n'est pas cassé. Mais comme on dit, attention, attention et attention. Si le Bitcoin devait casser les 28 600, une cassure confirmée, vous pouvez déjà commander un double harnais de sécurité. Parce que potentiellement, on pourrait aller en dessous de zéro. Je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui le pensent, mais faites attention. Tant qu'on est au-dessus de 28 600, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais si on devait casser ces 28 600, ça pourra faire très, très, très mal. Et il y en a qui vont voir du sang couler. En fait, après, ce qui est très, très important, c'est de voir aussi les indicateurs. Et si vous mettez Ishimoku ici, vous verrez encore une fois comment les nuages ont tenu. D'une part, lorsque le niveau du Bitcoin est venu au plus bas à 28 600, nous étions toujours sur les nuages. On a eu une deuxième tentative, on était toujours sur les nuages. On est resté en tendance sur les nuages. On a essayé brièvement de casser les nuages. Une bougie enveloppante blanche, on est parti et on a fait un new high. On est venu retester les nuages ici. On a testé la base des nuages. On était en tendance latérale sans casser le haut des nuages. Très, très important. De là, on tire notre nouvelle ligne de tendance baissière. Donc, actuellement, on peut en déduire que nous sommes dans une tendance baissière. Et effectivement, si le Bitcoin n'arrive pas à rapidement revenir dans les nuages, ça va confirmer la tendance baissière. Et je répète, la prochaine zone de support importante est à 36 230. Et comme par magie, vous allez me dire, ça correspond à l'extension Fibonacci de 78,6% du mouvement de hausse, du dernier mouvement de hausse des 31, 32 000 et quelques là, jusqu'à 46, 47 000. Voilà. Parfait. Voilà. Et finalement, mes règles d'or, donc, on utilise uniquement des chantiers japonais. Le contrôle ou screening du long terme au court terme pour déterminer les tendances. À l'inverse, du court terme au long terme,
pour détecter les changements de tendance. Posez-vous toujours la question, quel est mon horizon de temps? Construisez un plan de trading et une mise en place de stratégie. Déterminez votre objectif et placez votre stop loss simultanément en plaçant votre ordre, respectivement d'achat ou de vente. Suivez le price action en mettant en place des alertes dans le système de trading que vous avez utilisé. Et Ariston, si vous avez des renseignements, il pourra vous dire comment le faire sur le logiciel utilisé par Swissquote. Regardez les indicateurs techniques comme complément d'aide à la décision. Ne jamais déplacer un stop loss si le marché est contre vous. Dès le moment où vous avez pris une position à un moment T, vous ne pouvez pas changer votre stop loss parce que tout d'un coup, vous apercevez que vous avez tort. Non, vous coupez, vous prenez votre perte, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Le risque, si vous déplacez votre stop loss, c'est que si vous n'avez pas stoppé votre position au niveau du stop initial, vous allez baisser votre stop loss et quand vous arrivez au nouveau stop loss, vous allez faire la même erreur. Et finalement, au désespoir de cause, vous allez vendre quand il fallait racheter. Parfait. Alors, on va peut-être répondre à quelques questions. Alors, comment choisir la vision du Ishimoku? Plutôt journalière, mensuelle? Alors, le Ishimoku, un petit peu comme le Fibonacci, peut se voir dans tous les horizontaux. Je dirais qu'il a, il a plus de valeur dans les horizons long terme. Quand je dis long terme, entre le daily, weekly et monthly. Personnellement, j'aime bien regarder le journalier et l'hebdomadaire. En fait, on a, comme vous le savez, pour les cryptos, ben, on a du 7 jours sur 7 jours. Pour les marchés, les indices notamment, ben, on est sur 5 jours. Donc, on a une bonne vision du mouvement et très dynamique de ce qui s'est passé dans les 5 derniers jours, confirmé par l'observation hebdomadaire. Alors, une question alors qui est très intéressante. Que penses-tu des bornes de Bollinger? Alors, on n'en parle pas aujourd'hui, mais qu'en penses-tu? Alors, effectivement, personnellement, comme vous le savez, la bande Bollinger, en fait, c'est une mesure de déviation standard, mais on ne va pas en parler en détail. Mais en résumé, moi, j'utilise le milieu de la 1000 Bollinger Band et qui est en l'occurrence la moyenne mobile des 20 jours. Utilisé conjointement avec Ishimoku, ça donne une valeur ajoutée. Et moi, je confine cette moyenne 20 en l'augmentant à 21, qui est un des nombres de Fibonacci. Parfait. Alors, je pense qu'on va continuer. Alors, Et effectivement, donc, je confirme donc d'utiliser Ishimoku comme indicateur général de tendance, en fait, un petit peu comme un baromètre. Donc, en dessus des nuages, nous sommes en augmentation de température. Au milieu du nuage, ben, on est dans une température tempérée et en dessous des nuages, ben, on est mal. ensuite, alors, ta conclusion. Alors, en fait, ma conclusion est que malheureusement, l'analyse technique est souvent très mal perçue et largement mal interprétée. Et j'ajouterais que l'analyse technique utilisée conjointement à l'analyse fondamentale amène une valeur ajoutée considérable. Pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale va vous donner une direction, mais elle ne va pas vous dire respectivement quand vous êtes en position s'il faut peut-être prendre des profits ou quand vous avez une recommandation d'un analyste, peut-être qu'on a déjà fait un mouvement. Il y a un mouvement de correction, toujours dans l'entendance, qui va permettre d'optimiser vos points d'entrée et respectivement de sortie. Et d'utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la direction et la tendance stratégique et la tendance tactique. Donc, utiliser le mouvement de contre-tendance est le seul moyen d'utiliser et de profiter de ces mouvements de correction, que ce soit là ou soit là-bas, peu importe, c'est de vous concentrer sur les graphiques et de voir la valeur ajoutée que ça permet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je propose différents modules de formation en analyse technique. Je précise et j'y tiens. Je vais les faire en présentiel, en petits groupes,
pour favoriser l'interaction. Il y a trop longtemps qu'on a passé par ce Covid. Il y a des webinaires en veux-tu, en voilà. Donc, les gens ont envie de rencontrer les gens, d'échanger. Donc, j'ai 4 modules. Un module d'introduction à l'analyse technique qui sera plus complet que celui-là. Un module spécifique sur les chandeliers japonais. Un module Ishimoku. Et finalement, le dernier module qui est la configuration, en fait, une sorte de coaching de la configuration d'un environnement de training. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous aurez ça sur le webinaire qui sera disponible prochainement sur YouTube. Donc, regardez mon site www.ironman8848.com. Vous aurez plus d'informations sur mon background et en cas d'intérêt, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante. Parfait. Alors, je vais reprendre à partir de là. Donc, les prochaines étapes avec Swissquote. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez très facilement nous trouver sur Internet. N'hésitez pas à laisser un message dans notre chat. Ou pour ceux qui ont pu participer à ce webinaire depuis le début, vous pouvez sans doute me contacter. Si vous avez des questions concernant la banque, n'hésitez pas à me revenir. Et je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Je te remercie toi, Jean-Pierre, d'être déplacé pour participer à ce webinaire avec moi. Et je vous souhaite d'avance une très très belle soirée. Un grand merci à vous et à tout bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.